Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click, je suis Kerr, Big B. Bonjour. Et on est là aujourd'hui pour vous parler de Pacific Rim Uprising, la suite de Pacific Rim 1, le film de Guillermo del Toro. Celui-là est réalisé par Steven D. Knight. C'est un mec qui avait fait des sombres épisodes de séries anecdotiques et qui avait travaillé sur Daredevil, la série, mais pas en tant que Big Boss, et qui s'est retrouvé donc parachuté à la réalisation de ce nouveau Pacific Rim, excite l'ancien casting, c'est le moins qu'on puisse dire, alors même si certains second rôles reviennent, notamment Mako ou les deux scientifiques. John Boyega remplace Charlie Hunnam dans le rôle phare, Scott Eastwood incarne le rôle d'une plante verte dans ce film. Vous allez pouvoir le constater, ni lui ni moi avons aimé, mais alors avant, j'aimerais juste faire un point quand même parce que Pacific Rim, c'est un petit peu l'ADN de Cult & Click. On a créé Cult & Click au moment où Pacific Rim est sorti au cinéma et au moment où j'étais dans ma période Jaeger Kaiju, j'en pouvais plus. J'ai vu 4 fois Pacific Rim au cinéma. Il y a énormément de fois où j'allais dans la chambre de Kerr et jouais avec des cageurs et des yagous comme ça. Et c'était étonnant pour quelqu'un de ton âge. C'était étonnant en effet. J'ai beaucoup aimé le premier Pacific Rim. Je reconnais qu'il a d'énormes défauts, mais aussi, et je trouve, beaucoup de qualités. Alors, c'est un peu un magnifique hommage que lui fait Pacific Rim Uprising, parce que toutes les immenses qualités du premier ressortent à merveille face au naufrage qui est le deuxième, dont on va vous parler. Mais avant ça, un petit résumé de l'histoire. Donc, alors, on vous prévient, première partie, pas de spoil. La deuxième partie, on se lâche, mais alors, vous allez... ça va être la folie. Et on préviendra. Oui, on préviendra, bien évidemment. Donc, l'apocalypse a été annulé grâce au personnage du premier. Les kaijus ne sont pas revenus. Ça fait 10 ans. Les Jaegers sont toujours des monstres gigantesques qui font 100 mètres de haut. Sauf que maintenant, n'importe quel particulier avec 3 boulons et 2 plaques de métal peuvent en fabriquer dans des hangars qu'absolument personne ne grille. Parce qu'un Jaeger de 100 mètres de haut, personne ne le voit, c'est logique. Et les kaijus ne sont plus là. Et il y a une société, la société qui s'appelle Shen, je crois, Shen Industries, ou Je sais pas, j'aurais dit Shoujo. Shao Industries, qui donc prévoit en fait que les Jaegers qui sont là et qui sont en fait pour assurer la sécurité en cas de retour des kaijus soient contrôlés non plus par des pilotes, mais par des drones. Et puis, contrôlés par des pilotes. Oui, contrôlés eux-mêmes par des pilotes, mais du coup, ça voudrait dire que si Kaiju arrive, destruction du Jaeger, le pilote n'est pas mort, il peut tout de suite repartir dans un autre Jaeger et repartir au combat. Il y a beaucoup plus de Jaeger dans ce monde-là qu'il n'y en avait à l'époque de la guerre contre les Kaiju. C'est normal, contre les Kaiju, ils mouraient assez vite, puisque vous savez, les Kaiju changent de génération au fil du temps. En fait, c'est les extraterrestres qui les font, les envoient de meilleure qualité. C'est le plagiat d'Evangelion. Bon, exactement. Et donc voilà pour ce Pacific Rim Uprising au niveau donc, de la petite histoire. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre que le film nous avait déjà assez fait flipper, il faut le reconnaître, avec le premier trailer qu'on avait analysé d'ailleurs sur la chaîne. Vous pourrez regarder cette vidéo-là si vous voulez voir ce qu'on avait pensé à l'époque et si au final on était plus ou moins éloigné de notre avis aujourd'hui. Moi, je suis allé le voir après avoir vu des critiques pas sans sas, mais pas négatif du tout. Et le film, du coup, m'emballait bien davantage qu'il ne me faisait flipper ces derniers jours. Et c'est la cata. Est-ce que tu veux commencer par donner ton avis sans spoil ? Bah écoute, ok. Du coup, pour la partie avis donc sans toi, tu spoil, n'étais pas fan du tout du premier. Alors, moi, j'ai trouvé le premier sympathique, avec des défauts, des qualités. Dans les qualités, le fait qu'il crée un univers qui était plutôt cohérent. Le fait qu'il y avait une vraie succession d'hommages à l'animation japonaise, à Evangelion dans tous les sens. Et, une identité visuelle. Et on sentait... Non. Ah si. Moi de mon point de vue, non. Et le truc, c'est que on était vraiment sur un film qui, certes, était un peu bâtard, un peu mal maîtrisé, mais qui avait une certaine... qui était assez enthousiasmant pour d'autres raisons. Le truc, c'est que ce Pacific Rim Uprising numéro 2, en fait, tout ce qui est enthousiasmant dans le premier, il le détruit. Tout ce qui est hommage à la japanimation devient du plagiat pur et dur à la japanisation. Y a l'univers qui est créé et détruit. En fait, il détruit bout par bout tout ce qui fait les éléments du 1, qu'ils soient des éléments que j'ai bien aimés ou pas, mais il les détruit. Les personnages
il y en a certes 2 qui sont sympathiques. Tout le reste sont soit fades, soit inintéressants, soit... Lesquels ? Boyega et la petite nana, là, je sais pas... L'héroïne les 2 personnages principaux. Voilà, je les trouve plutôt sympathiques. Globalement, tous les autres sont soit fades, soit inintéressants. Mais le truc, c'est que c'est vraiment un film qui... J'ai pas d'autre terme, quoi, qui viole le cadavre de Pacific Rim 1, qui sait même pas utiliser encore plus qu'Indiana Jones 4 le faisait sur les autres Indiana Jones. Oui, parce que c'était nouveau, il y avait des nouveautés et les nouveautés nous ont pas plu. Mais là c'est vraiment une volonté d'utiliser tous les trucs que quelqu'un à Hollywood s'est dit ça a plu, et du coup il va l'utiliser, il va mal l'utiliser, il va le pervertir et ça va devenir désagréable. Et le truc c'est que tous les éléments les plus choquants, on peut pas vous en parler sans spoiler, donc on en parlera que plus tard dans la vidéo. Mais globalement, en fait, ce film, il est agressivement nul. C'est-à-dire que au bout d'un certain temps, et le film est long, il dure 2 heures. Et en fait, ils ont l'impression que parce que c'est des grands robots qui contre des grands monstres, et le but c'est d'en faire toujours plus, d'avoir plus de combats, plus de trucs. Et donc au bout d'un certain temps, on se rend compte qu'en fait, ça fait 45 minutes qu'il y a une succession d'actions qui n'ont aucun sens les unes avec les autres, parce que tout s'enchaîne plus ou moins de manière reliée, avec toujours des bases, des explosions et tout. Et donc au bout de 45 minutes d'agression auditive et d'agression visuelle, et puis surtout cette impression que ce que vous avez bien aimé du film d'avant, il vous le détruit, là franchement c'est dur, quoi. Vraiment, ce film c'est vraiment une purge à regarder, c'est vraiment dur. Il y a des films qui sont mauvais, qui sont mal réalisés, il y a des films qui sont soit pour plein de raisons, parce que c'est un premier film, puis il y a des maladresses, ou parce qu'il y a des films qui sont trop décommandés et tout. Mais là, le film est agressivement nul. C'est incroyable. Et on en parlera dans une autre vidéo sur Ready Player One. Il y a 2 minutes un combat entre entre des gros monstres, entre guillemets, pour pas spoiler quoi et quoi. Les 2 minutes sont plus réussies et sont plus enthousiasmantes que tout le film de Pacific Rim Uprising 2. Non, c'est Uprising. Le truc, c'est ne parle pas de malheur. Le pire, c'est que juste avant, il y a Legendary Pictures, il y a le réalisateur qui ont fait des annonces en disant qu'ils étaient très contents du résultat, qu'ils ont annoncé qu'ils étaient en train de préparer toute une franchise pour qu'il y ait justement Uprising, la suite, le 2, le 3, etc. Enfin, concrètement, mais arrêtez, quoi. Enfin, il faut tout de suite arrêter, repartir sur faites un reboot. Non, faites rien. Le truc, c'est que... Faites rien. Mettez une fleur sur le cadavre de Pacific Rim et merci. Le film est une catastrophe. Ils auraient pu même utiliser la bande-son du premier, qui était plutôt réussie. Elle y est 5 secondes. Vraiment, le thème y est 5 secondes. Donc en gros, le truc, c'est que si vous allez regarder le film, attendez-vous à quoi ? Une scène d'action un peu mal branlée, un truc qui a aucun sens. Ensuite, il y a globalement une première rencontre avec un Jaeger qui est plutôt réussi. Ensuite, ça part complètement en cacahuète. Cacahuète, agressivement nul. Et au final, le film dure 2 heures. Et c'est vraiment une catastrophe. Et pour la petite blague, dans la salle, il y avait que des mecs tout seuls. Tu vois, des groupes de potes et tout. Et des couples. Il n'y avait aucune femme qui n'était pas là parce que son mec l'avait amené. Donc si vous voulez aller au cinéma pour pécho, c'est pas le bon endroit. Pacific Rim, n'y allez pas. Et le truc, c'est que quand tu sortais de la salle, il y a une espèce de truc. J'avais l'impression que toutes les copines qui étaient présentes des mecs, il y avait un regard accusateur de genre, c'est quoi la bouse dans laquelle tu m'as amené. Donc n'allez pas, n'amenez pas votre conjoint, votre conjointe. Ce serait pas un cadeau. Ce film, il est regardé tout seul chez soi, dans la honte du réalisateur qui l'a fait. Voilà ce que je peux en dire si j'essaye d'être positif sur le film. Alors, moi, donc, en tant que vraiment amoureux de Pacific Rim, et d'ailleurs, j'en faisais tellement des tonnes que, je ne sais pas si tu te rappelles, mais on avait fait une émission, on avait quasiment parlé que de ce film avec Chips et Noah, qui était venu à l'époque quand on était sur Gaming, et on avait quand même dans le générique mis spécialiste français Pacific Rim. C'était un troll, bien sûr, mais Pacific Rim, je surkiffe. Et ce 2... la première scène, j'ai senti que ça allait pas. Et je me suis dit,
à un moment donné, juste après la première scène, quand Boyega commence à parler et qu'on retrouve des éléments du premier, je me suis dit... Mais surtout quand il y a des tentatives d'humour qui marchent pas, là, c'est chaud. Mais la première vraie scène de Boyega, je me suis dit, allez, pourquoi pas, vas-y. Et là, vraiment, j'ai fait un effort, je me suis dit, c'est bon, et je suis rentré dans le film. Le problème, c'est que le film s'est évertué pendant 2 heures à m'en faire sortir constamment. Constamment, à un point où moi, grand amoureux de Pacific Rim, malgré les défauts, et j'en ai déjà parlé plein de fois, je me suis demandé à un moment donné dans le film si, par respect pour le premier, je ne devais pas sortir de la salle. Et je ne l'ai pas fait parce que critique de Cult & Click, et puis aussi parce que ma compagne dormait à côté pendant le film, du coup je ne voulais pas la réveiller. Et du coup je suis allé au bout. Mais globalement je suis d'accord avec ce que dit Big B. Le truc c'est que le film ne fait pas tout, ne rate pas tout. Il y a certains personnages... Bon, en l'occurrence, j'ai juste envie de dire Boyega. Boyega s'en sort plutôt bien. Alors, ok, il fait des vannes et tout, mais ça marche plutôt pas mal. Boyega, j'étais très inquiet de le voir remplacer Charlie Hunnam. Alors, il n'arrive pas à la cheville de Charlie Hunnam, mais il s'en sort très bien et je pense qu'un Boyega aurait eu sa place dans le premier, sans problème. Le truc, il y a 2 éléments qui m'ont fait... Deux éléments qui m'ont complètement fait halluciner sur Pacific Rim Uprising et qui fait que ce film est un naufrage total. Le premier, c'est son scénario. Il n'a aucun sens. son scénario est bourré. C'est un viol du premier. Non mais attends, je parle pas de ça. Attends, je parle pas de ça. Là, je parle du scénario. Son scénario est bourré, bourré d'énormes erreurs, de trucs qui ne tiennent pas debout, des scènes qui sont complètement improbables. Le rapport au Jaeger. Le Jaeger est un monstre mécanique qui fait 100 mètres de haut, qui est extrêmement précieux, qui est une arme absolument vitale dans la guerre contre les kaijus, et qui, dans le 2, se rafistole en 3 minutes et se fabrique dans ton atelier quand t'as fini ta semaine de boulot et que t'as envie de bricoler tranquillou bilou. En fait, ça n'a aucun sens. Non mais en fait, il y a un élément dont on parle pas depuis le début, c'est qu'ils ont vraiment essayé d'aller du côté Transformers. Et ils essayent de transformer les Jaeger en Transformers. Il n'y a qu'un Jaeger qui est comme ça. Non. Ils essayent de transformer les Jaeger en Transformers. Pourquoi je dis ça ? Parce que du coup, il y a un petit Jaeger qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Bumblebee. Oui, d'accord. Même dans sa manière de bouger. Oui, bien sûr. Il y a mais le pas côté... que de Bumblebee, hein. Aussi les petits Transformers m'ont énormément fait penser à ce Jaeger-là. Aussi. Le truc, c'est que le fait qu'on les rafistole, le fait qu'on repart, le fait qu'il y en ait une palanquée, il y en a plein. Les rafistoler, c'est pas gênant. Gypsy Danger a été abîmé, il a été réparé, il est au combat. Sauf que Gypsy Danger, dans le premier, il est réparé, ça a pris des années. Là, c'est... Oh mon Dieu, on n'a plus de Jaeger, il y a un kaiju qui arrive, vite, réparez-le les amis. Ah, c'est bon, vous l'avez déjà fait, formidable. Et alors, je reviens sur mon avis. Là, l'autre énorme problème, c'est le manque de respect incroyable envers le 1. C'est-à-dire que au niveau du scénario, ils ont pris des éléments qui étaient développés dans le 1 et ils les ont contredits dans le 2. Donc quelqu'un qui a aimé le 1 ne peut pas suivre ça. Visuellement, le film n'a plus rien à voir avec le premier. C'était la nuit, il y avait un ton particulier, le dôme, le Shatterdome dans le premier était... visuellement, c'était... tu vois, il y avait une identité... Moi, je trouve qu'il y avait dans Pacific Rim une identité visuelle. Et si vous achetez le livre avec tous les artworks, et puis toutes les interventions de Guillermo del Toro dedans, vous verrez à quel point il a quand même vachement bossé sur Pacific Rim. C'était pas une commande bête et méchante d'Hollywood qui disait tiens, pour nous un nouveau Transformers, mec, et t'auras un chèque. C'était plus que ça, Pacific Rim pour Del Toro. Et là, le 2, c'est clairement une commande. C'est clairement vas-y. Et tu as raison. On fait des Jaeger, on les croise avec des Transformers, on met ça 2 jours parce qu'il y avait plein de gens qui s'étaient plaints que c'était de nuit, alors que ça faisait partie du charme du premier, ou sous l'eau. Et là, on fait tout 2 jours pour bien montrer gna gna gna. Mais en fait, il y a un énorme problème, c'est que quand je dis qu'ils ne respectent pas le premier, outre l'aspect scénaristique, outre l'aspect visuel, c'est que le premier avait 2 éléments qui étaient très forts. C'était moi les Jaeger, je les trouvais absolument génial dans le premier. Ils avaient tous
ils étaient tous singuliers. Alpha Cherno, Gypsy Danger, Striker Eureka. Enfin, je me rappelle encore, et sans avoir potassé du nom des Jaeger du premier, je suis incapable de vous en sortir un sur Pacific Rim Uprising parce que aucun ne sort du lot. Là, si tu peux montrer l'image que tu as là au pied du kaiju, là, mais celui-là, c'est cata. Quand tu le vois la première fois, tu dis mais lui il peut être sympa. Mais dans le film, tu le revois pas. Moi, tu t'en rappelles dans le film. C'est celui qui s'en sortir le mieux. Parce que celui avec la grosse boule. Non mais la cata. Non mais lui par contre, alors lui c'est un Transformers. Lui avec la grosse boule, c'est un Transformers. Mais surtout tu comprends rien. Pourquoi est-ce qu'il a ça? Mais c'est ce que je disais dans l'analyse du trailer. En fait, ils ont des armes avec lesquelles ils galèrent. Mais c'est ce que je disais dans l'analyse du trailer. Je disais, moi je suis très inquiet sur Pacific Rim Uprising parce que toutes les armes que l'on voit dans le trailer n'ont aucun sens. Pourquoi il se bat avec une grosse bouboule qui pèse des tonnes alors qu'il pourrait le faire avec une arme énorme? Si vous vous demandez pourquoi il y a autant de rire derrière nous, c'est qu'il y a un podcast qui est enregistré juste à côté. Ils n'entendent pas, avec le micro ils n'entendent pas. Ah bon? Bon, bah tant mieux. Alors, si vous l'entendez pas, tant mieux. Le truc autre à côté de ça des Jaeger, c'est les kaijus. Les kaijus, c'est un énorme problème de ce film. Chaque kaiju de Pacific Rim. Attends, laisse-moi finir. De Pacific Rim Uprising n'a pas le 10e de ce que peuvent nous proposer les kaijus dans le premier. Et l'élément qui m'a fait comprendre dès le début que ce Pacific Rim Uprising n'irait pas du tout, c'est que si vous vous rappelez de Pacific Rim 1, en fait les deux films commencent exactement de la même manière. C'est-à-dire le héros qui, avec sa voix off, vous explique la situation. Donc dans le premier, on avait Charlie Hunnam qui nous racontait que les kaijus étaient arrivés, et notamment à San Francisco. Et il y avait un plan où on voyait le kaiju sortir donc sur le Golden Gate de... Non, c'est pas le Golden Gate, c'est... Si, c'est le Golden Gate. À San Francisco, tu veux dire? Si, le Golden Gate à San Francisco. Et le détruire. Ce plan-là, je le revois encore aujourd'hui. J'adore ce plan. Le kaiju est hyper impressionnant. Le plan est hyper bien foutu. On a la même chose dans Pacific Rim Uprising. Boyega parle, explique la situation, et on a un plan d'un kaiju, donc c'est une image d'archive, d'un kaiju qui détruit la ville. Ce plan-là ne m'a absolument rien fait. À aucun moment il est impressionnant. Jaeger comme kaiju, si vous les avez aimés dans Pacific Rim 1, ils sont complètement loupés dans Pacific Rim Uprising. Et l'autre problème, c'est le traitement des personnages. Tous les personnages du premier, à l'exception de celui incarné par Idris Elba, sont piétinés. Et quand je dis qu'ils sont piétinés, c'est que je suis sorti du film avec une colère énorme contre la prod, contre le scénariste, contre tous ceux qui ont bossé sur ce film, parce qu'ils ont insulté Shaughnessy, donc le héros de Pacific Rim 1, Mako, pareil, les deux scientifiques, pareil, tous, soit ils ne sont plus dans le film, soit, s'ils y sont, ils sont piétinés. C'est une insulte mais vraiment, toi tu utilises un terme que je ne veux pas utiliser, mais c'est une insulte énorme pour Pacific Rim 1 que ce Pacific Rim Uprising. Et je termine juste par une phrase pour conclure. Le gros problème, tous ces éléments-là que je viens de vous expliquer, ça a un énorme problème, c'est que ça sape totalement toutes les scènes qui ont un potentiel, toutes les scènes d'action, toutes les scènes qui veulent t'en envoyer plein la tronche. Le scénario est tellement débile, le manque de respect envers les personnages, le manque de charisme des kaiju et des Jaeger fait qu'ils peuvent faire n'importe quoi, détruire n'importe quoi, ça ne fonctionnera jamais. Et l'autre truc qui m'a fait complètement halluciner, c'est qu'il reprend sur de très nombreux points exactement la même structure, exactement les mêmes scènes, exactement les mêmes plans que le premier. On a eu dans le premier Gypsy qui se bat contre un kaiju dans la ville et qui met un gros coup, et puis tu sais, le coup s'arrête juste avant les petites boules, et puis ça touche les petites boules, et puis les petites boules se mettent à faire ça. Tu te rappelles ou pas, dans un bureau? Là, on a exactement le même plan, sauf que là, c'est plus des petites boules, c'est le point qui s'arrête juste au bord d'une voiture et qui provoque son alarme. Les plans sont les mêmes. L'arrivée dans le Shatterdome dans le 2, c'est exactement les mêmes plans que dans le 1. Mais ils se prennent pour qui? Ils ont fait quoi avec ce film? Je commence à m'énerver à toi. Non, vraiment, je suis dégoûté. Et le truc, c'est que, imagine 2 secondes que... Tu avais vu Evangelion, l'anime? Non, j'ai pas vu. Pour ceux qui ont vu Evangelion, mais on va en parler dans la partie spoil. Pour ceux qui ont vu Evangelion, en fait, c'est... On va en parler dans la partie spoil. Partons sur la partie spoil, les amis. Donc, mais si vous voulez vous arrêter là, on vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Vraiment un conseil, n'allez pas le voir. Moi,
Je crois que c'est la première fois que je conseille aussi fermement à quelqu'un d'aller pas le voir. Vraiment, regardez-le quand il est à la télé ou un endroit où ça leur donne pas d'argent, parce que vraiment, ils en méritent pas. Non, là franchement, et c'est dommage parce que Legendary, ce sont les mêmes personnes qui ont fait le premier, et pour le premier, je les remercie infiniment, quoi. Bon, bref, passons à la partie spoil. Le scénario. Alors, attends, je veux juste réagir sur ce que je te disais sur Evangelion. Donc, tu le sais, Pacific Rim 1 est un hommage à plusieurs animes, notamment Evangelion. Bien sûr. Donc, il y a des ados qui vont dans des grands robots, ça, j'ai oublié de le dire. Ils doivent se synchroniser et ils vont affronter donc des anges qui sont des gros monstres qui arrivent sur la Terre par vague. C'est un ange par vague, etc. Juste si tu penses à ça. Ah oui, c'est Pacific Rim. Le truc, c'est que en fait, c'est Pacific Rim sur le principe de ils arrivent par le rift, il y a des kaijus et tout. Sauf que c'était des adultes. C'est pas grand chose, mais ça change beaucoup l'histoire. Le fait que ce soit des adultes qui doivent se synchroniser mentalement, ça a apporté une plus-value sur le premier. Là, alors déjà la synchronisation, c'est Walou, tout le monde peut le faire, on s'en fout. Ah non, mais alors là, oui, c'était un vrai point très important du premier. Là, la dérive, c'est n'importe quoi. Attends, mais il devait s'entraîner avec Mako pour faire les mêmes gestes au même moment. Là, n'importe qui peut dériver avec n'importe qui. Et surtout, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien là, maintenant, ça y est, c'est des enfants qui peuvent dériver. Ouais. Ça termine, c'est des ados. Donc là, on se rapproche de Evangelion. Mais le truc, c'est que les premiers anges, donc les premiers monstres dans Evangelion, sont des monstres. Et puis, ce qui se passe, c'est que un ange, en fait, c'est... Ouais, spoil pas Evangelion. Non, mais c'est un Eve, donc c'est un robot qui devient le méchant. C'est exactement ce qui se passe dans le film avec les drones. Et c'est surtout, là où c'est encore plus choquant, c'est que c'est exactement de la même manière. Genre l'animation, tu sais, du truc où il se transforme et tout, c'est la même animation que dans Evangelion, quand une des Èves se transforme en... Mais ce film n'a aucun respect. Le truc, c'est pour que le 1, pour les autres, si vraiment on regardait un peu toutes les idées qui sont tirées, c'est du vrai vol. Enfin, c'est du vrai vol d'idées, quoi. C'est du vol de plans, du vol d'idées. C'est hyper choquant. Enfin... Et bon, après maintenant, vu qu'on est dans la partie spoil, j'aimerais réagir sur les gamins. Sur les gamins quand même. Vas-y. C'est une catastrophe. Le premier nous avait appris une chose, c'est que pour pouvoir être dans la dérive et pour pouvoir être dans un Jäger, il fallait être déjà préparé, entraîné, mais surtout il fallait avoir une force physique. Rappelez-vous des Russes. Enfin, le couple russe, ils étaient mastoc. Charlie Hunnam était mastoc, Idris Elba est mastoc. Alors Mako l'était peut-être pas, mais dans les faits, elle l'était quand même beaucoup parce que quand elle se battait et tout, ça envoyait. Et là, ils ont mis donc des gamins. C'est High School Musical dans un Jäger là. Et moi, cette mode de mettre des ados dans tout, que ce soit Kingsman, que ce soit Hunger Games, que ce soit Divergente, que ce soit Star Wars maintenant, l'héroïne est particulièrement jeune, que ce soit maintenant Pacific Rim, mais on a le droit d'être aussi adulte et d'être un personnage important dans un film. Attends, moi, ça me dérange énormément, surtout que ça n'a plus aucun sens. En gros, ça n'a plus aucun sens. Non, mais attends, pour nuancer ce que tu vas dire. En gros, si il y avait un vrai point de vue de dire on part sur un autre public, on veut que ce soit des ados, etc. L'adolescence, c'est une période super intéressante à développer. S'il y a des pulsions, il y a des passions, il y a des émotions fortes et tout. Et donc, généralement, ça donne des films qui sont plus sanguins. Et le truc, c'est que là, est-ce que ce film est plus sanguin ? Pas du tout. Est-ce qu'il utilise le moindre des points qui pourraient être intéressants des adolescents ? Non. Ils ont juste dit, mais en fait, des faire-valoir. Les règles de Pacific Rim, bon, celle-là, on la retire, celle-là, on la retire, celle-là, on la casse. Enfin, il y a des trucs de ouf. Mais les ados, là, dans le film, ce sont des faire-valoir. Le seul et unique héros du film, c'est Boyega. Point barre. C'est le seul qui est développé, c'est le seul qui est travaillé. Un tout petit peu la gamine. Qui revient à la fin, bon, allez, ok, la gamine. Soit. Là, oui, bon, attends, le truc, c'est que... Si vous avez regardé le premier, Charlie Hunnam, c'est Boyega, Mako, c'est l'adolescente. Mais à côté de ça, comment ils ont pu autant louper le personnage de Scott Eastwood, qui, accessoirement, est en train d'aligner les films catastrophiques. Overdrive, c'est une bouse. Le dernier Fast and Furious, c'est une bouse. Et encore, franchement, il y a Dwayne Johnson et Jason Statham qui sauvent le truc. Il va gagner un peu d'argent, il va arrêter. Mais c'est une catastrophe. Et il aura engrangé quelques millions. Il doit avoir du talent quand même. Pourquoi est-ce qu'il peut pas faire des films intéressants ? Pour l'instant, il a plus prouvé qu'il était beau gosse qu'il avait du talent.
Ouais, mais enfin, bon, bref. Dans les faits. Ouais, alors, donc Scott Eastwood, c'est la Alexandra Daddario de chez les mecs, quoi. Alexandra Daddario, elle joue pas mal, je trouve. Il y a des rôles, je trouve, par rapport à Clint Eastwood, hein, attention. Clint Eastwood, il est d'une fadesse. Scott, il est d'une fadesse. Non, parce que Clint. Bon, moi, j'ai juste envie d'aller rapidement sur les trucs. Le fait que dans le 2, on dit les kaiju, en fait, on s'était jamais rendu compte pendant 30 ans que, en fait, quand on prend toutes les traversées de tous les kaiju, en fait, ça fait une croix et ça arrive au mont Fuji. Alors que dans le 1, moi je peux vous certifier que dans le 1, à aucun moment il se dirige vers le mont Fuji. C'est une connerie monumentale. Non, mais regardez, il se déplace vers les villes. Celui qui pop en Antarctique, il se dirige pas du tout vers le mont Fuji, il se dirige vers une ville. Celui qui attaque Sydney, il part pas direction Japon, il est là pour détruire la ville. Le premier nous explique que les kaiju, les premiers, sont là pour dévaster les villes, pas pour aller au mont Fuji en vacances. C'est pas ça, c'est une invention. Et surtout, c'est que en gros, regardez une carte du monde. La mer Sydney, vous tracez une ligne, ça va vers l'Europe. Si on est sur... Non, mais de Sydney, tu peux aller au mont Fuji. Tu peux aller n'importe où. Non, mais ça... Regarde de la mer, quand il apparaît, qu'il apparaît sur l'opéra et tout, il va pas du tout à Sydney. Hein. Et il va pas du tout au Japon. Si tu regardes Hong Kong, non, t'as raison, ouais, tu regardes la mer Hong Kong quand il arrive sur la baie de Hong Kong, il arrive pas du tout non plus au Japon. En gros, si tu donc en gros, de toute façon, s'il arrive dans la baie de Hong Kong, il a là pour le coup, il a absolument rien à faire à Hong Kong. Donc clairement, ciao. Le deuxième point, c'est le drift. Bon, ça on en a parlé. Donc maintenant le drift, il y a plus aucune règle. Le fait que les kaiju soient, on en a parlé, ils sont rafistolés en 2 secondes. Tu parles de la dérive. Non, revenons sur la dérive. La scène, vous vous rappelez tous de la scène, de toute façon, si vous regardez la partie spoil, c'est que vous avez probablement vu le 2. La scène Mako, Charlie Hunnam, et Mako qui revit donc la mort de ses parents et la confrontation avec le kaiju et la rencontre avec comment il s'appelle t'as pas mis l'affiche Idris Elba dans le film. C'est exactement la même dans Pacific Rim Uprising. On vit exactement la même avec la petite fille, mort de ses parents, le kaiju qui arrive. C'est incroyable. En voyant cette scène, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il fasse un truc pareil là. Ouais. Franchement, c'est pas possible. Une fois qu'on se dit, ok, bon, ils ont complètement tué ce qu'il y avait de bien dans le premier. Ok, on voit qu'est-ce qu'ils ont apporté. Rien. Rien d'intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Rien de cohérent. Non mais les drones. Attends, mais c'est quand même un sacré génie qui a réussi dans une laisse-moi parler du scientifique. Hein. Bah alors vas-y, parce que là c'est désolé, mais ça me tient dans les nouveautés, mais c'est un... Alors, le scientifique. Donc on découvre que Charlie Day, donc le scientifique de It's Always Sunny in Philadelphia, est méchant. Donc on savait qu'il était très attiré par les kaijus, ça on l'avait déjà vu dans le 1, ok. Mais bon, il s'est fait donc, on peut le dire, aspirer le cerveau par les extraterrestres dans le cadre de paralyse, dans le cadre donc d'un cerveau secondaire avec qui il a fait une dérive avec Herman dans le premier. Et il a toujours ce cerveau secondaire, ou alors un autre, on ne sait pas pourquoi, qu'il a chez lui. Alors quand on le découvre, moi j'ai souri en me disant ah ouais, ils ont poussé le vice à nous faire croire qu'en fait il vit en couple avec un cerveau de kaiju. Pourquoi pas ? Ça ressemblait plutôt bien au personnage qui est complètement teubé et voilà, ça c'était pas gênant. Mais alors le truc d'en faire un méchant qui est là pour détruire l'humanité, dirigé par les aliens, ok, déjà ça en soi c'est complètement stupide, mais son plan, c'est-à-dire que le mec est scientifique dans une boîte gigantesque qui a des milliards et des milliards, qui s'est fait construire dans un monde qui est ravagé, qui est toujours frappé par la pauvreté. C'est la première scène du film, il nous explique que le monde vit très mal. Là, la boîte... d'échanger des trucs de ouf pour avoir des sauces piquantes. Exactement. Au passage, énormément de pubs dans cette scène. On a cette boîte, donc dirigée par l'actrice qui jouait dans La Grande Muraille, qui, en fait, a un QG. Mais laisse tomber. Mais l'ascenseur vaut plus cher que le PIB de la Bulgarie, quoi. Mais c'est un truc de taré. Et le mec est dans cette boîte-là, est tout seul comme un grand. Il a réussi à infiltrer donc, des données informatiques qui, miracle au grand miracle, arrivent à transformer donc, un Jaeger en créature
mi-kaiju, mi-Jaeger. Mais quel programme aujourd'hui, dans un monde qui en plus est post-apocalyptique, donc a pris des années et des années de retard, quel programme arrive à faire un truc aussi fantastique que de transformer une machine en Jaeger, en kaiju? Mais c'est incroyable. Et moi, je te dis... Quand le film sous-entend qu'il a, tu vois, drone par drone, mis des petites cellules. Et c'est surtout que c'est des les cerveaux. Unes après les autres. C'est des cerveaux secondaires de kaiju qui dirigent les drones. Mais c'est un truc de fou. Et alors, moi je vous le dis très honnêtement, la scène où le premier, donc le kaiju qui se bat contre Gypsy Avenger, qui est un sous, mais alors un sous Gypsy Danger. Entre les deux Jaeger principaux de chaque film, c'est pas possible à quel point Gypsy Danger l'écrase totalement. D'ailleurs, je saurais même pas vous dire quelles sont les différences. Est-ce qu'il y a une scène aussi épique que quand il prend un paquebot pour le fracasser? Ah ben non, pas du tout. Il y a pas d'idée. En fait, il y a pas d'idée. Est-ce qu'il y a une scène plus épique dans Star Wars, dans Pacific Rim Uprising, que l'attaque de Sydney est défendue par Striker Eureka, que l'on voit juste à travers des reportages télé? Franchement, moi, cette scène-là, je la trouve 1000 fois mieux que tout ce que nous a proposé Pacific Rim Uprising. Mais, alors, je vous disais, la scène... Attends. L'idée, à la fin... J'arriverai pas à finir cette phrase. Je vais la couper 3 fois. Non, Et donc, en gros, même l'idée, quand il y a les tout petits robots qui arrivent, qui vont les entourer, tu dis, en fait, ils ont une idée. En fait, ils ont une idée. En fait, ils vont, au lieu d'affronter les gros robots contre des gros kaiju, parce que visiblement, en plus, ils n'ont pas réussi à faire des kaiju plus intéressants que dans le premier, ils vont faire les plus petits robots qui vont courir et qui vont buter les Jaeger. Ça, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, putain, c'est une vraie idée. C'est ouf. Eh ben non. En fait, non. Alors, moi, c'est pour faire le méga masto Jaeger, kaiju. Qui est Godzilla. Mais attends, qui est Godzilla, mais qui a l'air d'être moins gros que les kaiju du premier film. Oui. Alors, le truc aussi, là, moi, la scène où on voit donc le Jaeger se transformer en kaiju, enfin, à moitié kaiju, j'ai pris un coup dans la tronche. Mais je te jure, hein, vraiment, le mec qui aime le premier, là, je te dis, j'ai pris un coup dans la tronche. Et alors, quand tu verras Evangelion, mec. Et alors, le truc aussi qui est incroyable, c'est donc Pacific Rim, c'est l'affrontement de kaiju et de Jaeger. Les kaiju, on les voit pour la première fois au bout de 1h, 1h15 de film, et on les voit 15-20 minutes, puisqu'après c'est terminé, puisqu'il y a les petits bitonio qui arrivent et qui soudent les 3 kaiju entre eux pour faire Godzilla. Donc en fait, il n'y a plus de kaiju. Un kaiju, c'est un monstre qui est de taille similaire ou légèrement plus importante que le Jaeger qui l'affronte. C'est pas un Jaeger qui se bat contre Godzilla. Si moi j'avais envie de voir Godzilla contre un Jaeger, je serais allé voir le prochain film qui s'appelle Pacific Rim vs Gypsy Danger, Godzilla vs Gypsy Danger. Là, moi je suis allé voir un Pacific Rim. Je veux 2 choses, des kaiju et des Jaeger. Ce film m'a donné des sous-Jaeger et un petit peu, mais pas trop, de kaiju. Et ça, c'est extrêmement problématique. Rien que ça va pas du tout. Alors quand derrière, on te balance un scénar improbable, et alors la bande-annonce vous montre le combat incroyable à Tokyo. En fait, c'est aberrant, mais cette scène-là, moi j'en ai rien retenu. Ça pète dans tous les sens et tout, mais c'est tellement débile, tellement coupé par des interventions de personnages fades. Je trouve que le combat entre Fury Obsidian et Gypsy Avengers au début, tu vois, le premier tiers, est plus intéressant que le combat de fin. Ouais. Je trouve que le combat entre Scrapper et Novembre et Ajax Novembre au début est plus intéressant que le combat final. Il n'y a aucune scène de combat que je trouve en dessous du combat final. C'est-à-dire que c'est le pire du pire et il dure 40 minutes. Et il est très long et il est pas très visuellement, il essaye d'impressionner. Attends, mais il n'y arrive pas. Et il y a un faux rythme. Et la boss de la société, Bill Gates du monde, elle va en fait se mettre dans le Jaeger alors qu'elle a jamais drifté de sa vie. Comme tu me le faisais remarquer, c'est le dernier Jaeger debout à la fin du film et c'est Bumblebee. C'est stupide. Ils ont encore ravagé Gypsy Avenger, alors que dans le 1, la mort de Gypsy Danger est extrêmement symbolique. Là, rien. Et
Non mais la mort en plus, c'est genre aberrant. comme ça, on a l'impression qu'ils se sont dit ça fera plaisir aux fans de Goldorak. Puis c'est tellement téléphoné que, par exemple, quand ils vont se mettre dans la capsule, elle va pas fonctionner. Et c'est tellement téléphoné d'avoir réutilisé la capsule, parce qu'à la fin de Pacific Rim, Mako et Shansi, ils sont dans une capsule. Mais arrêtez de nous prendre pour des truffes. Mais c'est pas possible, sérieux. Vraiment, bon, je m'énerve de nouveau. Mais... non, ça va pas. Franchement, ce film, il y a rien à en sauver. Et moi, c'est j'ai une question. agressif, c'est agressif à chaque fois. Tu te rappelles du 1 pour un con, le 1, la scène quand ils sont dans la baie de Hong Kong. Moi, il y a une scène, à chaque fois je la vois, je suis épaté. C'est le plan où on voit donc c'est Alpha Cherno qui est en train de se battre contre un kaiju dans l'eau, et derrière il y a Gypsy Danger qui arrive au loin, et là tu te dis ça y est, Gypsy Danger arrive, il va sauver Alpha Cherno, et c'est à ce moment-là qu'il y a un kaiju qui sort de l'eau, qui lui saute dessus sur le dos, J'ai juste et envie qui de lui revoir arrache le la premier tête. pour me nettoyer. Et moi aussi en fait. Le truc, c'est que Pacific Rim Uprising m'a donné envie de l'oublier et d'aller voir le premier. ce qui est dingue, c'est que j'étais pas un grand fan, j'ai trouvé ça sympathique, le premier, mais le deuxième, en le regardant, je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, le premier, c'était un chef-d'œuvre sans que je m'en rende compte, tu vois. Alors, c'était pas un chef-d'œuvre, mais moi, c'est un film que j'aime énormément. Et tu parlais de la musique, mais ils n'ont pas réutilisé la musique du premier, de Ramin Djawadi, donc le compositeur de Game of Thrones. Elle est hyper stylée, les thèmes et tout. Enfin, rien que les thèmes auraient pu faire passer la soupe. Mais rien que tu mettais la musique de Pacific Rim, c'était cool. Enfin, pas cool, mais ça passait mieux. Tout du premier film. Le héros qui est encore vivant, on dit... En fait, il est mort. Alors qu'on n'est plus dans une période de guerre et tout. C'est donc incroyable. On s'en fout. Je comprends pas ça. Mako, on l'a fait mourir pareil, en 5 minutes. Aucun sens avec à sa mort. Une mort absurde. Pourquoi est-ce qu'elle s'est pas posée Tu me l'avais dit en off. Pourquoi est-ce qu'elle était la seule de tout le monde à être dans l'hélico? Pourquoi elle se pose pas dès que c'est le truc, c'est que tout ce qui fait le 1 mais pourquoi ils l'ont tué? Est radicalement, méthodiquement buté et détérioré. Question, si tu regardes le premier, Shansi a perdu son frère, il sauve l'humanité, le mec il doit être intouchable, c'est le héros. Or c'est Idris Elba, ils le disent dans le film, donc c'est son personnage, il faudrait qu'on retrouve le nom, ça m'embête. Je confonds avec Prescott de Scream, enfin bon bref. Penton Cross, enfin c'est pas loin, mais excusez-moi, on commence à être fatigué. Le truc c'est que on a Idris Elba donc est un héros. Shansi, on n'en parle pas du tout, alors que il a sauvé le monde aussi. Le mec, c'est quand même un personnage qui est censé être, il est intouchable le niveau moral et tout. Enfin, c'est quelqu'un qu'on devrait sacraliser, tu vois. C'est comme si en gros tu regardes Star Wars et qu'on t'annonce entre deux films que Luke Skywalker il est mort, il est tombé dans une crevasse, le con il s'est cassé la tête. Tant pis. Hein. Mais là c'est exactement ce qu'ils font avec Charlie Hunnam dans Pacific Rim Uprising. Et Mako c'est la petite orpheline qui a été élevée par Idris Elba, qui meurt en lui faisant un message à Dieu touchant, et qui, elle aussi, survit, sauve le monde, et derrière, elle meurt toute seule, ridée comme pas possible, fringuée comme pas possible, fade comme pas possible, tout seul dans un hélicoptère. Mais pourquoi est-ce que Steven D. Knight et les scénaristes ont pas aimé Pacific Rim? Est-ce que en fait ils ont signé un contrat avec ce studio qui leur a dit en fait on vous aime pas et du coup on vous oblige à faire Pacific Rim Uprising, si vous êtes pas content c'est pareil? Et est-ce qu'ils se sont vengés en fait? Parce que je me le demande, ils ont un vrai problème avec Pacific Rim. Et autre problème, et là vraiment, pourquoi Guillermo del Toro t'as accepté ça? T'es producteur du film, mec. Franchement, je comprends pas. Ce film sape tout son premier film. Ou alors, il voulait qu'on ne retienne que son film. Mais tu vois, et du coup, le deuxième est une catastrophe, on ne retiendra que le premier. Moi, j'ai des questions très simples. On regarde le premier. Il y a on a à peu près l'histoire de quelqu'un qui va apprendre à piloter un Jaeger. Et on a des kaiju. Donc on a des pilotes, des Jaegers, des kaiju. Là, le truc, c'est que en fait, on n'a pas de pilote de Jaeger. On a des aspirants pilotes de Jaeger. Exactement. Et on n'a pas de pilote de Jaeger. Aucun pilote de génie. Et un vrai pilote. Alors que dans le premier, par exemple, les deux pilotes de Striker Eureka, le père et le fils, là, ils étaient balèzes. Hein. Tous sont des génies ou des aspirants génies. Mais le truc, c'est que là, on a que des randoms qui sont tous ensemble, main dans la main, à qui l'humanité a dit « Vous êtes là pour nous sauver ». Mais vous êtes l'équipe B des stagiaires en fait. Non, et puis, donc en gros, le truc c'est que si le film s'était planté sur les Jaegers, il s'était planté sur les kaiju, mais que ça avait été un sous Top Gun, avec c'est les pilotes qui apprennent et tout,
peut-être que ça aurait fait le taf. Peut-être qu'il y aurait eu moins besoin d'explosion. En gros, le film loupe toutes les variations de ce qui aurait pu faire un film intéressant, juste pour détruire tout, plagier bêtement. Enfin, franchement. Bref, la vidéo, moi je pense qu'elle est trop longue. Elle est trop parce longue, que le film, il mérite rien du tout. Ouais, il méritait juste de dire. Juste faut pas y notre aller. colère. Notre colère. Mais moi, je suis vraiment extrêmement déçu. Est-ce que tu as vu un plus mauvais film que ça J'allais finir là-dessus. Sur les 18 derniers mois, tu vois. Ah non, moi, de souvenir, un film aussi mauvais que j'ai vu au cinéma, et pourtant j'en ai vu beaucoup, ça va être Le Chasseur de sorcières, là, avec Vin Diesel. Bon, franchement, c'est mieux. Tu crois ? Ah ouais, franchement, c'est mieux. Il y a des scènes sympas. Il y a 2-3 scènes sympas et tout. Le film, c'est un film série Z, mais il y a 2-3 trucs sympas. Là, il n'y a rien de sympa dans le film. En tout cas, j'ai préféré tous les derniers Transformers à celui-là, ça c'est clair. Oui, bon. T'as l'impression que les Transformers sont des films d'auteur, enfin, concrètement. Non, mais c'est vrai, t'as l'impression qu'il y a un vrai scénario par rapport à ça. Alors, vous trouvez peut-être qu'on exagère, etc. Mais moi, je suis perturbé, je n'arrive pas à comprendre comment ce film. Mais il y a des gens qui aiment et qui ont le droit. Mais je n'arrive pas à comprendre comment ce film peut être aussi mauvais. Comment ce film peut piétiner autant le premier. Mais le seul truc, comment un scénariste peut écrire un truc aussi nul que ce film a, c'est qu'il est sorti juste avant Ready Player One. Et on va l'oublier. Au moment où Ready Player One va sortir, et vraiment je vous invite à aller le voir, tout le monde va oublier ce Pacific Rim, à raison. Le seul truc qui fait que des gens vont le voir là pendant 10 jours, c'est que Ready Player One n'est pas encore sorti. Là, c'est marrant, mais là, parlons plus vraiment de Pacific Rim, mais là, cette période-là, on a donc 2 gros films qui sont sortis de manière plutôt anonyme. C'est donc Tomb Raider et Pacific Rim Uprising. Quand je dis anonyme, c'est que c'est pas du tout un succès au box-office. Alors, Pacific Rim Uprising, on ne sait pas, mais pour l'instant, les indicateurs sont vraiment pas au vert. Et en fait, derrière, tu as Ready Player One, tu as surtout Avengers qui arrive. Ça me fait énormément penser à la période qu'on a eue l'année dernière avec Alien Covenant, Ghost in the Shell, etc. Qui sont des films qui étaient censés être des gros films, qui sont sortis au final, qui ont attiré quasiment personne en salle et qu'on a oublié. Et alors, mais de tout ce que paradoxalement, tu viens de dire, le pire, c'est non, mais les deux que j'ai cités, Ghost in the Shell, Alien Covenant, sont vraiment au-dessus de Pacific Rim Uprising. Alien Covenant, il est pas loin, quoi. Non, parce que qu'on adhère ou pas à l'histoire, il y a quand même une histoire. Bon, il est pas loin, mais Pacific Rim Uprising est vraiment pire. Bref, eh bien, c'est sur une note donc positive que nous allons terminer cette vidéo. Ouais. Le positif, c'est regarder Pacific Rim 1. Voilà, regardez Pacific Rim. Non, il y a une bonne nouvelle avec Pacific Rim Uprising. Si vous n'allez pas le voir, vous allez économiser 12 €. Et puis surtout, la vraie bonne nouvelle, c'est que si vous voulez des scènes d'action, des scènes de combat vraiment réussies, Ready Player One, c'est dans une semaine. Voilà, et la critique, elle arrive sur la chaîne. Des bisous. Ciao.